Je m'appelle Bertha Carter. J'ai 29 ans, et l'histoire que je m'apprête à raconter commence par ce qui semblait être un chaleureux dîner de famille, mais qui a fini par me laisser une gifle émotionnelle que je n'oublierai jamais. Ce soir-là, à la table familiale à Austin, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai dit à mes parents que j'avais besoin de 70 000 $ pour lancer une entreprise de logiciels de construction. J'avais un plan d'affaires, une démonstration, et même des clients prêts à s'engager. Mais ils ont froidement répondu, trop risqué. Tu as déjà un emploi stable. Arrête de rêver. Et pour aggraver les choses, ma sœur cadette, Vanessa, l'enfant chéri aux yeux de mes parents, s'est adossée à sa chaise, a affiché un sourire moqueur et a dit, « Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, ma sœur. » Ces mots m'ont laissé figé, comme si tous mes efforts et ma passion ne valaient rien. Quelques mois plus tard, lorsque ma sœur Vanessa a annoncé qu'elle voulait lancer une société d'événements de luxe à Dallas, mes parents se sont empressés de contracter un prêt de 725 000 $ pour lui acheter une BMW et financer tout ce dont elle avait besoin. Et le résultat, son entreprise s'est effondrée, la BMW a été saisie et mes parents se sont noyés sous les dettes. Finalement, ils sont venus me voir, me suppliant de vendre le petit appartement que j'avais hypothéqué pour bâtir mon entreprise, juste pour sauver la famille. Cette fois, je les ai simplement regardés calmement et j'ai dit, non. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, je veux vous demander, vous est-il déjà arrivé de vous asseoir dans une pièce pleine de membres de votre famille et de vous sentir pourtant complètement seul? Et d'où écoutez-vous mon histoire, et à quelle heure? S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires pour que je sache que je ne suis pas seul. Merci beaucoup. J'ai grandi à Austin, au Texas, dans une maison en briques rouges de 2 étages, nichée dans un quartier tranquille où les étés étaient d'une chaleur torride et où les hivers apportaient rarement la neige. De l'extérieur, n'importe qui aurait pensé que ma famille était parfaite, un couple prospère avec 2 filles élevées dans le confort. Mais la vérité à l'intérieur de ces murs était loin de l'image que les gens voyaient. Dès mon plus jeune âge, j'étais l'enfant indépendante, celle qui excellait à l'école, louée par les enseignants pour ma diligence et ma discipline. Mes parents ne semblaient jamais trop préoccupés par mes études, comme si les bonnes notes étaient simplement le strict minimum que j'étais censé atteindre. Si je ramenais un A, c'était traité comme quelque chose d'ordinaire. Mais si je faiblissais et ramenais un B, le regard de déception dans leurs yeux me donnait l'impression d'avoir fait quelque chose de terriblement mal. Pendant ce temps, avec Vanessa, ma sœur cadette, les choses étaient tout le contraire. Vanessa avait 3 ans de moins que moi, et dès le jour de sa naissance, elle a été placée au centre même de la famille. Alors que j'étais encore à l'école primaire, elle était déjà inscrite au studio de ballet le plus cher de la ville. Je me souviens clairement des chaussons de ballet d'un blanc immaculé, des tutus à volant, et des grandes représentations où mes parents s'asseyaient fièrement au premier rang, appareil photo à la main, rayonnant de joie. Et j'étais là, assise tranquillement dans un coin, serrant mon livre de mathématiques, me sentant à la fois fière de ma sœur et douloureusement consciente que même si je devais me tenir sur scène pour recevoir un prix académique, personne ne me regarderait jamais avec la même admiration. Quand je suis entré dans l'adolescence, le favoritisme est devenu encore plus évident. À 16 ans, tout ce que j'osais espérer était une vieille voiture pour me rendre à l'école et à mon travail à temps partiel. Au lieu de cela, j'ai continué à prendre le bus, serré épaule contre épaule avec des dizaines d'autres élèves dans la chaleur étouffante du Texas. Mais pour le 16e anniversaire de Vanessa, mes parents ont organisé une fête dans le jardin, remplie de ballons et de guirlandes lumineuses scintillantes. Quand une voiture flambant neuve est arrivée avec un énorme nœud rouge sur le dessus, la foule a applaudi, les appareils photos ont crépité, et mes parents ont serré Vanessa dans leurs bras comme si elle venait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Je me tenais sur le côté, le cœur lourd. Quand j'ai demandé pourquoi je n'avais jamais eu une telle opportunité, mon père a simplement répondu, « Tu es différente. Tu es déjà capable. Tu n'as pas besoin d'une voiture de luxe pour prouver quoi que ce soit. » Je me suis mordu la lèvre et je suis restée silencieuse, mais au fond de moi, je savais que sa réponse n'était rien de plus qu'une excuse. Une autre fois, j'ai demandé 500 $ pour participer à un camp d'été de programmation organisé par une université. J'étais venu préparé avec des informations expliquant pourquoi ce serait une chance si précieuse d'améliorer mes compétences. Je croyais vraiment qu'avec une demande si modeste, il comprendrait à quel point j'étais sérieuse. Mais ma mère a froncé les sourcils et a secoué la tête. Trop cher, Bertha. Tu peux apprendre la programmation en ligne gratuitement. Tu n'as pas besoin d'un camp d'été. J'étais tellement anéanti que je n'ai pas pu argumenter, et j'ai laissé tomber ce rêve. Quelques semaines plus tard,
Cependant, mes parents ont fièrement annoncé qu'ils avaient inscrit Vanessa à un programme de théâtre d'été à New York qui coûtait plus de 12 000 $. Je me souviens très bien comment ils se vantaient auprès des voisins que leur plus jeune fille pourrait un jour honorer une scène de Broadway. Même famille, même désir de grandir, mais quand il s'agissait de moi, on me disait que je gaspillais de l'argent. Tandis que Vanessa était traitée comme un joyau précieux, les célébrations familiales n'étaient jamais différentes. Je me souviens encore de la fois où j'ai remporté la première place au concours de sciences de l'État. Je suis rentré à la maison, le certificat entre les mains, le cœur battant d'excitation. Mais dès que je suis entré dans le salon, j'ai vu tout le monde rassemblé autour de Vanessa, discutant de sa performance de ballet de la veille. J'ai fièrement brandi ma récompense, mais ma mère y a seulement jeté un coup d'œil et a dit « C'est bien, Bertha. Maintenant, viens voir ces photos de ta sœur dans son costume. N'est-elle pas magnifique ?» Mon certificat a été posé sur la table, enfoui sous une pile de magazines, et n'a plus jamais été mentionné. Pendant ce temps, même la plus petite récompense d'un des concours de danse de Vanessa suffisait pour que ma famille organise une célébration. Ce favoritisme ne m'a pas seulement blessé. Il a construit un mur invisible entre nous. J'ai appris à être indépendante, à tout gérer par moi-même, car j'ai réalisé très tôt que personne ne serait à mes côtés. J'ai pris l'habitude de me préparer le dîner quand ma mère était occupée à conduire Vanessa à ses répétitions et d'étudier seule dans ma chambre pendant que toute la famille sortait pour l'encourager. Parfois, je me demandais même si j'étais vraiment l'enfant de mes parents, tant la différence de traitement était évidente, si douloureuse. En repensant à ces années, je sais maintenant qu'elles ont jeté les bases de ce que je suis devenue, patiente, résiliente, mais portant de profondes cicatrices intérieures. J'ai appris très tôt que partager le même sang ne signifie pas toujours avoir un soutien sur lequel s'appuyer. Le véritable tournant de ma vie a commencé lorsque j'ai été accepté à l'université de Stanford. C'était la plus grande fierté que j'ai jamais ressentie. Non seulement parce que Stanford est l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, mais aussi parce que j'avais obtenu une bourse partielle après des années de travail acharné. Le jour où j'ai reçu la lettre d'acceptation, j'ai serré le papier dans mes mains, les larmes coulant sur mon visage de manière incontrôlable. Mais alors que j'étais submergé de joie, les réactions de mes parents furent indifférentes. Mon père a simplement dit « Bien, mais les frais de scolarité sont encore trop élevés. Es-tu sûr de pouvoir t'en sortir ?» Ma mère a rapidement orienté la conversation vers le nouveau cours de ballet de Vanessa. Je suis resté là, à la fois heureuse et amère, réalisant que cette joie n'appartenait qu'à moi, et que personne dans ma famille ne la partageait vraiment. Quand j'ai commencé à Stanford, j'ai vite découvert que même avec une bourse, le coût de la vie dans la région de la baie de San Francisco était bien au-delà de ce qu'un étudiant ordinaire pouvait se permettre. J'ai dû commencer à travailler à temps partiel dès ma toute première année. Le jour, j'assistais aux cours, et la nuit, je travaillais tard à la bibliothèque. Les week-ends, j'aidais au laboratoire informatique. Bien des nuits, je rentrais dans ma minuscule chambre louée à Palo Alto, mangeant une tasse de nouilles instantanées, les yeux brûlants de manque de sommeil. Chaque mois, je calculais soigneusement chaque dollar pour couvrir le loyer, les charges et les manuels scolaires. Par moments, je me demandais si j'étais trop ambitieuse, mais chaque fois que je pensais à mon rêve de travailler dans la technologie, je serrais les dents et continuais d'avancer. Pendant que je luttais juste pour survivre, Vanessa menait une vie entièrement différente. Dès qu'elle a eu 18 ans, mes parents lui ont acheté une voiture neuve, non pas pour l'école, mais pour qu'elle puisse se déplacer plus facilement pour ses spectacles. Ils ont également couvert toutes ses dépenses pour qu'elle fréquente une école d'art coûteuse à New York. Chaque fois que j'appelais à la maison, ma mère s'extasiait sur les spectacles de Vanessa, ses voyages, ses costumes éblouissants. J'écoutais en silence, n'osant jamais faire de comparaison. Mais au fond de moi, le sentiment d'injustice grandissait. Je savais que je n'avais jamais bénéficié de tels privilèges, et que je n'en bénéficierais jamais. Le contraste entre nous deux est devenu plus net avec le temps. Tandis que je m'enterrais dans les études et le travail, Vanessa remplissait son Instagram de photos soigneusement mises en scène, assise dans des cafés chics de Manhattan, voyageant à travers l'Europe avec ses amis, ou posant à côté de sa nouvelle voiture sous les lumières de la ville. Chaque publication recueillait des centaines de « j'aime » et de commentaires élogieux. Depuis ma petite chambre, avec un bol froid de nouilles instantanées devant moi, je faisais défiler ces images et je soupirais. Pour mes parents, ces clichés glamour semblaient être la preuve du succès, tandis que mes nuits blanches à la bibliothèque n'étaient jamais reconnues. Pourtant, ce sont précisément ces années de difficultés qui ont forgé ma résilience. J'ai appris à gérer mon temps,
à surmonter l'épuisement pour rester concentré sur mes objectifs, et surtout, à ne compter que sur moi-même. Personne ne payait mon loyer pour moi. Personne ne s'occupait de la pile de factures qui s'accumulait sur la table de la cuisine. Et personne n'était à mes côtés quand j'étais épuisé après un service de nuit. Je me disais que si je ne tenais pas bon, personne d'autre ne me soutiendrait. Et c'est peut-être cette solitude qui est devenue la source de force que je ne reconnaîtrai que plus tard. Un soir d'hiver, j'étais assise seule dans une bibliothèque silencieuse tandis qu'une pluie battante tombait à l'extérieur. Sur le bureau devant moi se trouvait un épais manuel de programmation, long de plusieurs centaines de pages, à côté d'un repas en bois de bon marché que j'avais pris à la cafétéria du campus. Mes mains tremblaient de froid et de fatigue. Pourtant, en moi brûlait une étrange certitude. Je savais que j'étais sur la bonne voie. Personne ne voyait la sueur et les efforts que je déversais dans ces nuits. Mais je croyais qu'un jour, mes réalisations seraient reconnues par moi seul, et cela suffisait. Chaque fois que je rentrais à la maison pour les vacances, je devais encore subir des comparaisons constantes. Vanessa a été invitée à se produire dans un grand théâtre, se vantait ma mère pendant le dîner. Elle est vraiment talentueuse, ça valait vraiment l'investissement. J'étais assise là, mangeant en silence, ne prenant même pas la peine de mentionner que juste une semaine auparavant, j'avais été sélectionnée pour être assistante d'enseignement pour un professeur à Stanford. Je savais que peu importe à quel point je travaillais dur, mes accomplissements ne seraient jamais considérés aussi importants que les rêves brillants mais fragiles de Vanessa. De ces silences, j'ai compris une vérité encore plus profonde, la seule voie à suivre était celle que je construisais moi-même, sans attendre la validation ou le soutien de ma famille. Après avoir obtenu mon diplôme de Stanford, je suis officiellement entré dans le monde exigeant mais plein d'opportunités de la technologie. J'ai été embauché comme ingénieur logiciel dans une start-up à Palo Alto, en plein cœur de la Silicon Valley, l'endroit où naissent quotidiennement des idées révolutionnaires et où des centaines d'entreprises disparaissent également en quelques courtes années. Le premier jour de travail, je portais une vieille chemise soigneusement repassée, mes mains tremblant légèrement en tenant mon tout nouveau badge d'employé. Le sentiment était à la fois angoissant et exaltant, car je savais que j'avais parcouru un long chemin depuis ces nuits blanches à la bibliothèque de Stanford pour finalement me tenir là. Travailler dans une start-up était tout sauf facile au début. J'ai dû m'adapter au rythme rapide et à la culture du « échouer vite », apprendre plus vite, mais c'est précisément cet environnement qui m'a poussé à dépasser mes limites. Je me suis rapidement distingué par ma capacité à analyser les problèmes et à trouver des solutions flexibles. Après seulement un an, on m'a confié la direction d'une petite équipe d'ingénieurs, quelque chose dont beaucoup de mes pairs de mon âge n'osaient même pas rêver. Mon salaire et les actions de l'entreprise m'ont finalement apporté un peu de stabilité financière. Je me suis acheté une voiture d'occasion mais fiable pour me déplacer, et après 2 ans, j'ai économisé assez pour un acompte sur un petit appartement à San José. C'était ma première maison à moi, un endroit où je pouvais fermer la porte à clé et savoir avec certitude que personne n'avait le droit d'entrer. Tout en gérant plusieurs projets logiciels, j'ai découvert une lacune flagrante dans le secteur de la construction. Un de nos clients se plaignait constamment de ne pas trouver un outil de gestion de projet à la fois pratique et facile à utiliser pour tout le monde, des ouvriers sur le terrain au personnel de bureau. Les logiciels disponibles sur le marché étaient soit trop chers, soit trop compliqués, soit simplement pas adaptés aux besoins uniques de la construction. Ma curiosité a été piquée, et j'ai commencé à faire des recherches par moi-même. Plus je creusais, plus je réalisais que ce n'était pas seulement la frustration d'une seule entreprise, c'était un problème répandu dans tout le secteur de la construction aux États-Unis. J'ai passé d'innombrables soirées après le travail à esquisser des idées, à concevoir des interfaces et même à écrire les premières lignes de code pour une application de gestion de projet de construction plus efficace. Je lui ai donné un nom de travail, BuildFlow, le flux de la construction. Au début, je n'attendais pas grand-chose de plus que de tester mes propres compétences, mais j'ai ensuite fait un pas audacieux et montré le prototype à une poignée de petites et moyennes entreprises avec lesquelles j'avais des contacts. Les résultats ont dépassé tout ce que j'imaginais. Plus de 10 entreprises ont répondu positivement, et 8 d'entre elles se sont même engagées à payer dès que le produit serait terminé. Je pouvais à peine en croire mes yeux en lisant ces courriels. C'était la preuve indéniable que mon idée n'était pas seulement un rêve, mais quelque chose avec un vrai marché. Cette étincelle d'enthousiasme s'est transformée en un feu plus fort que jamais. J'ai commencé à penser sérieusement à fonder ma propre entreprise, ne la considérant plus seulement comme un projet parallèle. Je pouvais le voir clairement, une équipe d'ingénieurs, des clients fidèles et un produit qui pourrait transformer la façon dont les entreprises de construction gèrent leur travail. Je savais que pour transformer cette vision en réalité,
je devais sortir de ma zone de confort, renoncer à la stabilité de mon emploi actuel et me lancer dans la création d'une start-up. Mais pour cela, j'avais besoin de capitaux. Au fil des ans, j'avais réussi à économiser environ 40 000 $ grâce à un travail acharné, mais ce n'était toujours pas assez. D'après mes calculs détaillés, pour louer un petit bureau, payer les salaires de 2 ou 3 employés initiaux, le marketing de base et couvrir les procédures juridiques, j'avais besoin d'au moins 110 000 $ pour la première année. Cela signifiait qu'il me manquait environ 70 000 $. Au début, j'ai envisagé de contacter des sociétés de capital risque, mais je savais que pour les convaincre, j'aurais besoin d'un produit entièrement développé et de vrais clients payants, des choses que je ne pourrais atteindre qu'après que l'entreprise aurait fonctionné pendant un certain temps. Je ne voulais pas non plus aller à la banque, pas encore, car les taux d'intérêt étaient élevés et j'avais peu à offrir en garantie à part mon petit appartement. L'option la plus logique qui restait, semblait-il, était de demander le soutien de mes parents. Je ne le voyais pas comme un cadeau, mais comme un investissement, que j'avais l'intention de rembourser intégralement. Cette pensée me rendait à la fois anxieuse et pleine d'espoir. Je connaissais l'histoire de ma famille. Je savais que Vanessa avait toujours été l'élue, mais une partie de moi croyait encore que cette fois serait différente. Je n'étais plus une enfant. J'avais un diplôme de Stanford, une carrière stable, près de la moitié du capital requis économisé, et surtout, de vrais clients qui attendaient ma solution. Sûrement, tout cela serait suffisant pour que mes parents croient enfin en moi. J'ai même imaginé la scène dans ma tête, la famille assise ensemble, moi présentant mon plan d'affaires, mes parents écoutant attentivement, puis acceptant de me financer. Juste une fois, je voulais qu'ils me voient comme une femme capable de construire son avenir, pas seulement la fille qui était censée être intelligente mais jamais vraiment reconnue. Dans cette optique, j'ai commencé à rédiger un plan d'affaires complet, coût prévisionnel, feuille de route de développement, prévision de revenus. J'ai passé une semaine entière à peaufiner une démonstration fluide, répétant même ma présentation devant le miroir. Chaque mot, chaque graphique, chaque diapositive, je les ai traités avec soin, comme si c'était ma dernière chance de me prouver à ma famille. Au fond de moi, une lueur d'espoir brûlait doucement. Peut-être, juste peut-être, que cette fois, ils me verraient différemment. Je me souviens très bien de ce week-end où j'ai pris l'avion de San José pour rentrer à Austin avec une valise qui ne contenait pas seulement des vêtements mais aussi tous mes espoirs. Je m'étais préparé pour la présentation à ma famille avec le plus grand soin. Sur mon ordinateur portable se trouvait un plan d'affaires de plusieurs dizaines de pages, des projections financières détaillées par trimestre, et la démonstration de Billflow que j'avais passé d'innombrables nuits blanches à perfectionner. J'avais même imprimé les documents, soigneusement reliés en dossier pour que chaque personne puisse en tenir un entre ses mains. Dans l'avion, je n'arrêtais pas d'ouvrir mes diapositives, répétant les phrases clés encore et encore. Je me disais, cette fois, ils me verront différemment. Cette fois, ils ne pourront pas nier mes capacités. Quand je suis entré dans la maison, toute la famille était déjà réunie dans le salon. Mon père était assis dans son fauteuil habituel, les yeux rivés sur le journal comme si rien au monde n'avait vraiment d'importance. Ma mère s'affairait à préparer du thé et des pâtisseries. Vanessa était là aussi, vêtue d'une robe de créateur, les cheveux bouclés en vague, le téléphone à la main, prenant des photos sans arrêt. L'atmosphère semblait ordinaire, voire fade. Mais en moi, c'était une tempête. J'ai pris une profonde inspiration, ouvert mon ordinateur portable et commencé. Je veux partager avec vous une opportunité qui, je crois sincèrement, changera le cours de ma carrière, ai-je commencé, la voix légèrement tremblante mais remplie de détermination. J'ai exposé chaque étape, comment le secteur de la construction manquait d'un outil de gestion de projet efficace, comment Billflow comblerait cette lacune, les retours que j'avais déjà reçus de clients potentiels, et comment je prévoyais d'utiliser 70 000 $ de capital pour transformer ce produit en une véritable entreprise. J'ai présenté les projections. Avec 8 entreprises déjà engagées, le chiffre d'affaires de la première année était estimé à 300 000 $, avec le potentiel de doubler au cours des 2 prochaines années. Je leur ai montré le modèle de croissance, le plan d'embauche, la stratégie marketing. J'ai parlé avec une telle conviction et une telle passion que, pendant un instant, j'ai oublié que je me tenais devant mes parents et non en train de présenter mon projet à une salle pleine de capital risqueurs de la Silicon Valley. Quand j'ai terminé, j'ai levé les yeux, attendant une réaction. Ce que j'ai reçu en retour fut un silence glacial. Mon père a replié son journal et froncé les sourcils. Ça a l'air bien, mais tu as déjà un emploi stable, un bon salaire, un logement. Pourquoi prendre le risque?
Démarrer une entreprise est un pari. Sais-tu combien d'entreprises font faillite dès leur première année? Ma mère a acquiescé et ajouté, je ne veux pas te voir en difficulté. Les gens disent qu'être son propre patron signifie la liberté, mais pour moi, ça sonne juste comme des soucis et des dettes. Ne parie pas ton avenir. J'étais assise là, abasourdie. Les mots et les chiffres que j'avais mis tant d'efforts à préparer résonnaient dans mon esprit, mais de toute évidence, rien de tout cela ne comptait pour eux. Ils n'avaient pas regardé les preuves que j'avais présentées. Ils ne croyaient pas que j'en étais capable. Ils ne me voyaient que comme la fille qui était maintenant installée, qui ne devrait plus poursuivre de rêve. Comme si cela n'était pas assez amer, Vanessa s'est adossée sur le canapé et a souri d'un air suffisant. Je suis d'accord. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Certaines personnes sont nées pour être des employés et devraient rester à leur place. Ces mots, d'où mes empreintes de mépris, ont été comme une lame se tordant dans ma poitrine. J'ai regardé ma sœur, je me suis souvenu de chaque faveur dont elle avait bénéficié, de chaque cadeau de luxe que je n'avais jamais reçu, et maintenant elle rejetait publiquement mon rêve devant toute la famille. J'ai eu l'impression qu'un an d'efforts, les nuits blanches à coder jusqu'à ce que mes yeux brûlent, les appels avec des clients potentiels, les feuilles de calcul où j'analysais chaque ligne de chiffres, tout cela avait été balayé d'un revers de main avec quelques mots dédaigneux. Personne dans cette pièce ne me voyait comme une adulte présentant une réelle opportunité. À leurs yeux, j'étais juste Bertha, la fille qui était censée être intelligente, mais dont chaque effort était considéré comme une fantaisie. Silencieusement, j'ai fermé mon ordinateur portable et rassemblé mes papiers. Mon cœur battait la chamade, mon visage brûlait, mais ma voix est sortie étrangement calme. Je comprends. Je m'en occuperai toute seule. Je n'ai pas attendu une autre réponse. Je me suis levé et je suis sorti du salon. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler, pleine de cette même fausse inquiétude. Bertha, je ne veux que ton bien. Mais je ne me suis pas retourné. Je suis sorti, le vent brûlant de l'été texan me frappant le visage. Et à ce moment-là, j'ai su une chose avec certitude, je n'avais plus besoin de l'approbation de ma famille. Sur le chemin de l'aéroport le lendemain matin, j'ai regardé les rues familières, me souvenant de l'enfance que j'avais passée à Austin, remplie de souvenirs oubliés. J'ai réalisé que ce cycle ne changerait jamais. Vanessa serait toujours au centre, et mes efforts seraient toujours rejetés. Et j'ai aussi compris que si je continuais à attendre leur soutien, je resterais bloqué pour toujours. Ce rejet amer avait allumé un feu en moi, un feu qui rugissait avec une seule vérité, je devais prouver que j'avais raison, non pas avec des mots, mais avec un succès qu'ils ne pourraient jamais nier. Je suis retourné à San José avec un cœur à la fois blessé et endurci. Le rejet amer de ma famille m'avait profondément coupé comme une lame, mais en même temps, il est devenu le carburant qui m'a poussé à agir. Je savais que si je continuais à attendre leur reconnaissance, je ne l'aurais jamais. J'ai donc pris la décision de prendre le plus grand pari de ma vie, un prêt personnel garanti par l'appartement même que j'avais mis tant d'efforts à acheter. Quand j'ai signé les documents du prêt, mes mains tremblaient et mon cœur battait à tout rompre. Je comprenais clairement que si j'échouais, je ne perdrais pas seulement mes efforts et mon argent, mais aussi le seul foyer que j'avais. Pourtant, une pensée ne cessait de se répéter dans mon esprit, si je ne prends pas le risque maintenant, alors quand? Avec le prêt en main, combiné aux 40 000 $ que j'avais économisés, j'ai officiellement fondé Billflow. Notre premier bureau était loin d'un gratte-ciel étincelant. C'était une petite pièce louée dans un vieil immeuble industriel en périphérie de San José. La peinture blanche sur les murs était déjà passée. Le plafond fuyait à quelques endroits, mais pour moi, c'était un symbole de commencement. J'ai embauché mes 2 premiers membres d'équipe, Miguel, un jeune programmeur fraîchement sorti de l'université, et Rachel, une femme énergique qui s'occupait de la prospection client et du travail administratif. Nous travaillions tous les 3 autour d'une longue table achetée dans un magasin d'occasion. Mais dans mon cœur, c'était notre table de stratégie, l'endroit où naissaient les idées qui pourraient changer l'avenir. Les premiers mois ont été si brutaux que j'ai failli abandonner plus d'une fois. Je travaillais souvent 18 heures par jour, du petit matin jusqu'à tard dans la nuit. Les matinées étaient consacrées au codage, les après-midi aux appels clients, les soirées à la gestion des formalités administratives, et les nuits tardives aux ajustements du logiciel. Il y a eu des moments où je me suis endormi directement sur le clavier, laissant l'empreinte des touches sur ma joue. Les repas étaient généralement des sandwichs bon marché ou des nouilles instantanées, bien que parfois Rachel, ayant pitié de moi, apportait quelques déjeuners faits maison. Le loyer du bureau, les salaires de Miguel et Rachel, le coût des serveurs pour les tests,
tout cela s'accumulait en un fardeau énorme. Chaque fois que je voyais le solde de notre compte bancaire diminuer, ma gorge se serrait. Il y a eu des nuits où j'ai quitté le bureau à 2 heures du matin, conduisant sur des routes désertes et me demandant, suis-je folle? Suis-je en train de répéter ce qu'ils ont dit, de parier tout mon avenir sur une fantaisie? Dans ces moments-là, les souvenirs de ce dîner à Austin revenaient en force. Je me souvenais du regard indifférent de mon père et du sourire moqueur de ma sœur. Ces images étaient ce qui me remotivait et me rappelaient que je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Si j'abandonnais, ils auraient l'excuse de dire, tu vois, nous avions raison. Au 4e mois depuis le lancement de BillFlow, j'ai failli toucher le fond. Un client potentiel a annulé son contrat à la dernière minute, laissant un trou important dans notre budget prévisionnel. J'étais assise, abasourdie, dans le bureau vide, écoutant le bourdonnement du vieux climatiseur, le cœur lourd comme une pierre. J'ai même envisagé de vendre mon appartement avant que la banque ne puisse le saisir. Mais juste à ce moment-là, un courriel est apparu dans ma boîte de réception. Il provenait d'une entreprise de construction de taille moyenne à Sacramento. Ils avaient regardé notre démonstration des mois plus tôt. Le message était court, nous voulons essayer BillFlow sur un nouveau projet. Contrat d'1 an d'une valeur de 50 000 $. J'ai pleuré sur le champ, les larmes coulant de manière incontrôlable. Après tant de jours de lutte, nous avions enfin un client officiel. Le jour où nous avons signé ce premier contrat, Miguel, Rachel et moi avons célébré avec une pizza d'un magasin à bas prix. Nous nous sommes assis par terre au bureau, mangeant et riant, la graisse du fromage partout, et personne ne s'en souciait. Ce n'était pas seulement un repas pour marquer un nouveau client. C'était la preuve que nous pouvions survivre, que BillFlow n'était plus seulement un rêve dans ma tête. À partir de ce premier contrat, les choses ont commencé à changer lentement mais sûrement. Quelques autres entreprises nous ont contactés par le bouche à oreille. Les clients louaient BillFlow pour sa facilité d'utilisation, le gain de temps et, surtout, son coût bien plus abordable que les grands logiciels du marché. Le chiffre d'affaires a grimpé progressivement de quelques dizaines de milliers à des centaines de milliers. Les longs mois sombres ont commencé à laisser entrevoir des lueurs de lumière. Je travaillais toujours jusqu'à l'épuisement, mais cette fois, ma fatigue portait de l'espoir. Un matin, en regardant par la petite fenêtre de notre bureau, j'ai vu la lumière du soleil scintiller sur les nouveaux bâtiments qui s'élevaient à travers San José. J'ai souri et j'ai pensé, ils avaient tort. Ce chemin n'est pas une illusion. Il est réel. À ce moment-là, je savais que je ne retournerais jamais à une vie d'employé sans risque. J'avais pris le pari, et j'irai jusqu'au bout. Pendant que ma petite équipe de BillFlow et moi raclions chaque dollar juste pour garder les lumières allumées, à Austin, Vanessa tissait un rêve glamour auquel elle seule croyait. Après avoir obtenu son diplôme d'une école d'art à New York, ma sœur n'a jamais établi de carrière stable. Au lieu de cela, elle est retournée au Texas avec une idée qui semblait taper à accent grave-l'œil, lancer une entreprise de médias et d'événements pour l'élite de Dallas. Je me souviens encore de la première fois que ma mère m'en a parlé au téléphone. Sa voix débordait d'enthousiasme, comme si Vanessa venait d'inventer quelque chose de révolutionnaire. Elle a une telle vision, Bertha. Dallas est pleine de gens riches, et ils ont besoin d'entreprises d'événements de luxe pour organiser des fêtes, des mariages, des lancements de produits. Ce sera une mine d'or. Je me suis mordu la lèvre et n'ai rien dit. À l'intérieur, ma poitrine se serrait. Quand j'avais présenté un plan détaillé avec des chiffres et des engagements de clients réels, on m'avait qualifié de « trop risqué ». Pourtant, maintenant, une fantaisie creuse sans fondement était célébrée comme une opportunité en or. Ce qui m'a encore plus stupéfié, c'est le montant que mes parents étaient prêts à investir. Vanessa a déclaré que pour construire la marque de son entreprise événementielle, elle devait projeter une image de luxe et de classe. Cela signifiait une voiture de luxe, un bureau grandiose, des vêtements de créateurs. Non seulement mes parents ont accepté, mais ils sont allés jusqu'à contracter un prêt bancaire de 725 000 $ pour lui acheter une BMW rutilante pour le branding, ainsi qu'une foule d'autres dépenses. Je pouvais à peine en croire mes oreilles quand j'ai appris la nouvelle. Ce chiffre était plus de 10 fois supérieur au capital que j'avais demandé un jour. Ils avaient eu l'audace de qualifier ma demande de 70 000 $ de pari, alors qu'emprunter près de 3/4 million de dollars pour l'idée vague de Vanessa était en quelque sorte un investissement nécessaire. En quelques mois seulement, l'Instagram de Vanessa s'était transformé en une scène d'exhibition. Elle publiait constamment des photos d'elle assistant à des fêtes dans des hôtels 5 étoiles, assise dans sa BMW brillante, tenant une coupe de champagne étincelante sous les lumières.
Chaque publication portait des hashtags comme Boss Lady, CEO et Luxury Events. En dessous se trouvaient des centaines de commentaires admiratifs d'amis et de connaissances. Mes parents partageaient souvent ces photos aussi, se vantant fièrement que leur plus jeune fille faisait de grandes affaires. Mais quand je les regardais, tout ce que je ressentais était un vide indescriptible. Je savais ce que signifiait vraiment être un PDG, ce que signifiait trimer chaque heure juste pour maintenir une entreprise en vie. Ce que Vanessa faisait n'était rien de plus que bâtir des châteaux de sable. J'essayais de me rassurer, peut-être que ma sœur grandirait. Peut-être qu'elle apprendrait à gérer les choses correctement. Mais au fil des semaines, je n'ai vu aucun projet réel de son entreprise. Il n'y avait pas de vrais clients, pas de contrat à long terme, seulement des fêtes somptueuses où Vanessa posait pour des photos bien plus qu'elle ne discutait d'affaires. Les participants étaient principalement ses amis fêtards, pas des clients potentiels. Je savais que derrière ces lumières scintillantes, les finances sombraient rapidement. Et comme je l'avais prédit, en moins d'un an, l'entreprise événementielle de Vanessa était noyée sous les dettes. Le loyer de son bureau du centre-ville de Dallas était trop élevé. Les dépenses des fêtes ne cessaient de gonfler, et les revenus étaient quasi inexistants. Les prêts bancaires ont commencé à arriver à échéance. La BMW de luxe s'est rapidement transformée en un fardeau massif, n'apportant aucun contrat tout en drainant des milliers de dollars chaque mois en entretien et en remboursement de prêts. J'ai appris par un vieil ami d'Austin que Vanessa avait même eu recours à des emprunts à court terme juste pour maintenir les apparences de son entreprise. Mais en réalité, personne ne voulait s'associer à une entreprise construite uniquement sur le glamour sans substance. Mes parents, bien sûr, refusaient d'admettre l'échec. Ils continuaient à défendre Vanessa, insistant sur le fait que toute entreprise connaît des difficultés au début, et qu'avec plus de temps et plus de capital, elle ferait ses preuves. Mais je voyais clairement la vérité. L'entreprise de ma sœur n'avait pas de fondation solide, pas de produits ou services distinctifs, pas de vrais clients. Ce n'était rien de plus qu'une coquille luxueuse cachant un noyau vide. Pendant ce temps, je me levais toujours tôt et me couchais tard, consacrant 18 heures par jour à Bill Flow. J'avais l'impression de vivre dans deux mondes parallèles. L'un, la dure réalité où le succès ne venait qu'après la sueur et les larmes. L'autre, une illusion superficielle où l'argent était jeté par les fenêtres pour acheter une image de luxe qui ne signifiait rien. Ce contraste ne faisait pas que blesser, il me mettait en colère. En colère que ce dont j'avais besoin, une petite somme pour construire quelque chose de réel, m'ait été refusé. En colère qu'en même temps, une fantaisie creuse soit choyée et financée sans fin comme si l'argent ne manquerait jamais. 2 ans s'étaient écoulés depuis le jour où j'avais signé ces papiers de prêt personnel, mettant en garantie mon petit appartement de San José pour construire Bill Flow. Ce n'était pas une longue période, mais pour moi, chaque jour était une bataille, chaque semaine un combat pour la survie. Et maintenant, en regardant en arrière, je pouvais à peine croire le chemin que nous avions parcouru. Bill Flow n'était plus seulement un petit nom sur une enseigne usée dans un bureau miteux loué. C'était devenu une entreprise générant $600 000 par an, servant plus de 30 clients dans le secteur de la construction à travers la Californie. Je me souviens encore du premier grand contrat qui a marqué un tournant, une entreprise de construction de San José a décidé de déployer Bill Flow sur l'ensemble de son nouveau projet d'appartement. Quand nous avons reçu ce premier chèque de paiement, mon équipe et moi avons pleuré comme des enfants. À partir de là, avec chaque projet que nous terminions, nous gagnions plus de confiance de la part des clients. Ils nous recommandaient à leurs partenaires. Ces partenaires transmettaient notre nom à d'autres, et le cercle ne cessait de s'agrandir. Bientôt, Bill Flow était présent sur des chantiers sur toute la côte ouest. Les réunions avec les clients ne se limitaient plus à notre petit bureau, mais se déroulaient dans de grandes conférences sur la construction où le nom de Bill Flow commençait à être mentionné comme une solution digne d'intérêt. Ce succès a également attiré l'attention des sociétés de capital risque de la Silicon Valley. Un matin, j'ai reçu un courriel d'un partenaire de Menlo Park m'invitant à présenter Bill Flow. Je suis entré dans une salle de conférence étincelante au mur de verre, face à des visages familiers que je n'avais vus que sur la couverture de Forbes. Cette fois, contrairement à cette soirée amère à Austin, je n'ai pas eu à me démener pour prouver ma valeur. Les chiffres, les contrats et les retours positifs des clients parlaient d'eux-mêmes. J'ai vu leurs yeux s'illuminer en entendant parler de la croissance de Bill Flow, en regardant la démonstration fluide, et en écoutant mon histoire de la création d'une entreprise à partir d'un appartement que j'avais hypothéqué. À ce moment-là, je savais que je n'étais plus l'enfant rêveuse aux yeux de ma famille, mais une véritable fondatrice. Pendant que Bill Flow trouvait lentement sa place sur le chemin d'une croissance durable, de l'autre côté,
le rêve scintillant de Vanessa s'est finalement effondré. Son entreprise événementielle a fait faillite en moins de 2 ans. Le bureau de Dallas a fermé discrètement. Le site web a été mis hors ligne, et ses comptes de réseaux sociaux ont été nettoyés des images glamour qu'elle avait autrefois publiées sans arrêt. La BMW qui était censée être le symbole de sa marque a été saisie par la banque, remorquée en plein jour sous les yeux des voisins. Mes parents, qui avaient autrefois fièrement paradé leur plus jeune fille comme une PDG à la mode, étaient maintenant noyés sous un prêt de plus de 700 000 $, les intérêts s'accumulant sur les intérêts. J'ai d'abord appris la nouvelle par un ami commun à Austin, puis par les appels téléphoniques frénétiques de ma mère. Elle m'a dit que la banque les pressait sans relâche. Mon père a été forcé de vendre des biens justes pour rester à flot, mais ce n'était toujours pas assez. Même la maison en briques rouges de 2 étages où j'ai grandi était envisagée comme garantie. Dans sa voix, j'ai entendu l'épuisement et la peur, mais pas une seule note d'aveu que leurs décisions avaient été des erreurs. Elle blâmait toujours le marché, l'économie, la malchance. Je suis restée silencieuse car j'étais désormais trop familière avec leur refus de faire face à la vérité. L'ironie du sort n'aurait pas pu être plus claire. Celle qui avait été autrefois rejetée comme une rêveuse, écartée sans pitié, prouvait maintenant ses capacités étape par étape grâce à des résultats réels. Pendant ce temps, celle qui avait été louée et financée sans condition s'était rapidement effondrée, laissant derrière elle des fissures tant dans les finances que dans la réputation de toute la famille. Je ne me réjouissais pas des difficultés de mes parents, mais je ne pouvais nier qu'il y avait une certaine forme de revanche. Toutes ces années à être sous-estimées avaient maintenant trouvé leur réponse dans ce contraste frappant de résultats. Un soir, j'étais assise seule dans mon nouveau bureau, spacieux, lumineux, avec le logo de Buildflow soigneusement monté sur le mur. J'ai repensé au chemin que j'avais parcouru et j'ai pensé à cette nuit à Austin où je m'étais levé de la table du dîner, serrant mon ordinateur portable, et était parti en silence. Il n'avait pas cru en moi, et peut-être ne le ferait-il jamais vraiment. Mais la vérité s'était déjà révélée. Je n'étais pas la rêveuse impuissante qu'il pensait, mais la seule qui avait osé transformer ses rêves en réalité. La nouvelle dévastatrice est arrivée tard un soir alors que je révisais un contrat fraîchement signé avec une grande entreprise de construction à Auckland. Mon téléphone a vibré, le nom de ma mère s'affichant à l'écran. Au début, j'ai envisagé de l'ignorer, certaine que rien de bon ne pouvait sortir de cet appel. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. À l'autre bout du fil, la voix de ma mère tremblait. « Bertha, nous avons besoin de ton aide. La maison est sur le point d'être saisie par la banque. Si tu peux envoyer 100 000 $, nous pourrons la sauver et rembourser une partie de la dette. » Je suis resté figé, le stylo toujours à la main, planant au-dessus du contrat. 100 000 $. Il demandait la somme qu'il me faudrait une année entière de travail acharné pour gagner. Avant que je puisse répondre, mon père est intervenu, sa voix ferme, autoritaire, « Bertha, tu réussis maintenant. Tu as de l'argent. La famille est en crise. Nous t'avons élevé depuis l'enfance. Il est temps que tu nous rembourses. » Ma prise sur le téléphone s'est resserrée jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Cette phrase, « nous rembourser », a fait bouillir mon sang. Je me suis souvenu de chaque fois que j'avais demandé du soutien, de chaque fois que j'avais été rejeté comme un fardeau. Ils n'avaient jamais investi en moi. Pourtant, maintenant, ils exigeaient que je les sauve comme si c'était mon devoir naturel. J'ai essayé de garder ma voix calme. Maman, papa, je ne peux pas, 100 000 $ n'est pas une petite somme, et mon appartement est la seule chose qu'il me reste. Je l'ai hypothéqué pour démarrer cette entreprise. C'est le fondement de tout. Je ne peux pas le vendre. Mais au lieu de compréhension, j'ai entendu un soupir de reproche. Ma mère s'est mise à pleurer. Nous allons perdre la maison, Bertha. Peux-tu vraiment regarder tes parents se retrouver à la rue? Puis, comme pour m'achever, mon père a ajouté, si tu te soucies vraiment de la famille, tu devrais vendre l'appartement. Utilise cet argent pour sauver tout le monde. J'étais abasourdi. Cet appartement n'était pas seulement un bien matériel. C'était le symbole de chaque risque, sacrifice et parcelle de persévérance que j'y avais mis. Il prouvait le chemin que j'avais emprunté, les nuits où j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement, chaque étape de ma croissance. Et pourtant, il le traitait comme un objet qui pouvait être vendu à tout moment pour combler les trous créés par leurs propres mauvaises décisions. Je n'ai plus pu me retenir. Il y a des années, j'ai demandé 70 000 $ pour investir dans un plan clair avec des clients et un potentiel réel. Vous avez qualifié cela de risqué,
mais quand Vanessa a voulu démarrer son entreprise de fantaisie en l'air, vous étiez prêt à y jeter 725 000 $ en prêt, à acheter une BMW et à organiser des fêtes. N'était-ce pas risqué? Ou suis-je la seule à être considérée comme un risque? Il y eut quelques secondes de silence au bout du fil. Puis la voix de mon père s'est durcie. Tu ne comprends pas, Vanessa a plus besoin d'aide. Elle a des rêves. Je l'ai interrompu, incapable d'en supporter plus. N'ai-je pas de rêve? N'ai-je pas besoin d'aide? Pendant des années, j'ai été autonome. Je ne me suis pas plainte. Mais maintenant, après tout, vous voulez m'enlever la seule chose que j'ai? Non, je ne peux pas. Les sanglots de ma mère emplissaient la ligne, mêlés à des supplications désespérées. Bertha, tu es notre seul espoir. Ne tourne pas le dos à la famille. J'ai pris une profonde inspiration, des larmes coulant déjà sur mon visage. Je ne tourne pas le dos. Je fixe des limites. Je ne laisserai pas le travail de ma vie être enterré à cause des erreurs de quelqu'un d'autre. Je suis désolé, mais je ne le ferai pas. Après l'appel, je suis resté assise dans le bureau assombri, les lumières de la rue à l'extérieur projetant mon reflet fatigué sur la vitre. En moi se déchaînait une tempête de pitié et de colère. Je les plaignais d'être ensevelis sous une dette aussi énorme. Je plaignais la panique de ma mère, je plaignais la confiance déclinante de mon père, mais j'étais furieuse jusqu'au plus profond de mon être de l'injustice de tout cela. Furieuse qu'il refuse encore de voir ma valeur, me traitant uniquement comme une réserve financière de secours quand les choses tournaient mal. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré directement à mon appartement. J'ai conduit sans but dans les rues calmes de San José, me remémorant les nuits à coder dans le noir, les bols froids de nouilles, les moments où j'ai cru que j'allais m'effondrer. Si j'avais abandonné à l'époque, il n'y aurait pas de Bill Flow, pas de version de moi-même debout ici aujourd'hui. Je m'étais sauvé moi-même sans l'aide de personne. Alors pourquoi devrais-je les sauver maintenant, alors qu'ils étaient ceux-là même qui m'avaient rejeté et laissé derrière dès le début? Quand je suis finalement rentré chez moi, je me suis tenu devant mon petit appartement, passant la main sur la peinture écaillée par le soleil et le vent californien. Cet appartement était la preuve vivante de mon parcours. Et j'ai juré que je ne laisserais jamais personne me l'enlever, pas même ma propre famille. À partir de ce moment, j'ai su que j'avais tracé une limite qui ne pourrait jamais être franchie, une limite financière, émotionnelle, et de mon propre respect. Un après-midi d'automne à San José, alors que je venais de terminer une réunion avec mon équipe d'ingénieurs sur la dernière mise à jour de Bill Flow, on a sonné à ma porte avec insistance. J'ai froncé les sourcils, surprise car je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert la porte, mon père, ma mère et Vanessa se tenaient devant moi. Ils se tenaient en ligne, leurs visages lasses, leurs yeux un mélange d'inquiétude et de désespoir. Je n'étais pas surprise après leur appel infructueux. Je savais qu'ils finiraient par se présenter en personne. Pourtant, les voir là a resserré ma poitrine. Non par pitié, mais parce que tous les souvenirs d'une enfance injuste sont revenus en force. Nous devons parler, a dit mon père, essayant de conserver son autorité habituelle, bien que je puisse entendre le tremblement dans sa voix. Silencieusement, je me suis écarté et les ai laissés entrer. Mon petit appartement modeste contrastait fortement avec tout ce qu'ils avaient autrefois prodigué à Vanessa, les voitures de luxe, les fêtes scintillantes. Ils se sont installés sur le canapé pendant que je m'asseyais en face d'eux, la distance entre nous semblant être une frontière invisible. Ma mère a parlé la première, sur un ton suppliant. « Bertha, ce qui est arrivé avec l'entreprise de ta sœur. Personne n'aurait pu le prévoir. Le marché a changé. L'économie était difficile. Comment aurions-nous pu savoir? Si nous avions eu un peu plus de chance, les choses auraient pu être différentes. » Je l'ai regardée droit dans les yeux, sans rien dire. Vanessa était assise à côté d'elle, les yeux rouges, bien que je sache que la plupart de cela provenait de la peur de perdre sa façade glamour, et non d'un remords sincère. Mon père a continué, tu dois comprendre, les affaires comportent toujours des risques. Ta sœur a simplement manqué de chance. En tant que sa sœur aînée, tu devrais l'aider à traverser cette épreuve. Oh, j'ai pris une profonde inspiration, forçant ma voix à rester stable. Le risque. Je me souviens quand j'ai demandé 70 000 $ pour investir dans Bill Flow. J'ai présenté un plan détaillé avec des clients engagés et des revenus prévisionnels. À l'époque, vous avez qualifié cela de trop risqué. Mais avec Vanessa, dont l'entreprise n'avait que des photos Instagram, vous étiez prêt à emprunter 725 000 $. Ce n'était pas du risque.
C'était de l'aveuglement. La pièce est tombée dans le silence. J'ai continué, mon ton se raffermissant à chaque mot. Ça a toujours été comme ça. Quand j'ai demandé 500 $ pour assister à un camp d'été de programmation, vous avez dit non parce que c'était trop cher. Juste après, Vanessa a eu 12 000 $ pour un stage de théâtre à New York. Quand j'ai remporté un prix scientifique de l'État, vous y avez à peine prêté attention. Mais quand Vanessa a décroché un rôle secondaire dans une pièce de l'école, la famille a organisé une fête. Quand j'ai été accepté à Stanford avec une bourse partielle, tout ce dont vous pouviez parler, c'était d'argent. Mais quand elle a étudié l'art à New York, vous avez couvert toutes ses dépenses sans un mot. Pendant des années, j'ai dû tout gérer toute seule pendant qu'on lui offrait tous les avantages. Et maintenant, quand ce favoritisme a mené à l'endettement, vous vous attendez à ce que je vende mon appartement, l'appartement que j'ai hypothéqué pour construire mon entreprise, pour renflouer la famille. Dites-moi honnêtement, avez-vous jamais pensé une seule fois à les quitter? Je les ai fixés droit dans les yeux, sans ciller. Ma mère a baissé la tête, des larmes coulant sur son visage. Mon père a serré les lèvres, mais n'a eu aucune réfutation. Vanessa a ouvert la bouche pour parler, mais le regard acéré dans mes yeux l'a interrompue, la laissant silencieuse. La vérité était trop claire, trop douloureuse pour qu'il puisse se cacher derrière des excuses plus longtemps. Je ne suis pas la banque de cette famille. Je ne suis pas le plan de secours pour réparer les erreurs des autres, ai-je dit, chaque mot sonnant clair. J'ai enduré assez d'amertume pour comprendre une chose, ma valeur ne se mesure pas au nombre de personnes que je peux sauver, mais au fait que je me suis sauvé moi-même. Si vous avez besoin d'aide, cherchez ailleurs. Je ne suis plus là pour être votre bouée de sauvetage. La pièce est tombée dans le silence. Je me suis levé, me suis dirigé vers la porte. Ma main reposait sur la poignée, mais je me suis retourné une dernière fois, la voix froide mais stable. Je ne suis plus la fille qui attend l'approbation de cette famille. J'ai construit ma propre vie, et je la protégerai. Je ne suis plus le plan de secours de personne. Puis j'ai ouvert la porte, leur faisant signe de partir. Ma mère s'est levée, les yeux rouges, suppliant, « Bertha, s'il te plaît. Nous sommes une famille. » J'ai secoué la tête et j'ai répondu fermement. Être une famille ne signifie pas que je dois sacrifier toute ma vie pour payer le favoritisme. Je suis désolé. Sur ce, j'ai fermé la porte. Le son a résonné dans l'appartement, un point final à une dépendance qui avait duré bien trop longtemps. M'adossant à la porte, j'ai pris une profonde inspiration. Des larmes ont glissé sur mon visage, mais je savais que j'avais fait le bon choix. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Libre du fardeau de devoir me prouver, de porter les autres, de sauver ce qui n'était jamais à moi de sauver. À cet instant, je suis vraiment sorti de l'ombre de ma famille, prête à vivre pour moi-même. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où j'avais fermé la porte de mon appartement de San José sur mes parents et Vanessa. Pendant ce temps, j'ai vécu dans une étrange sorte de calme. Plus d'appels téléphoniques désespérés, plus de SMS culpabilisants, plus de présence pesante de la famille dans ma vie quotidienne. Le contact est devenu si rare que parfois, j'avais l'impression que nous appartenions à deux mondes différents. Les seules nouvelles que j'entendais d'eux provenaient de connaissances à Austin. La maison en briques rouges avait été hypothéquée pour couvrir les dettes. Mon père a vendu sa vieille voiture et a puisé dans sa retraite plus tôt, et ma mère passait plus de temps à l'église à prier. Vanessa a emménagé avec son petit ami, essayant de reconstruire son image en ligne, mais le charme avait disparu. Finalement, chacun d'eux a dû assumer seul les conséquences. Pendant que ma famille se désagrégeait, Billflow est entré dans une phase de croissance explosive. Nous venions de signer un contrat avec l'une des plus grandes sociétés de construction de Californie, déployant notre logiciel sur des dizaines de chantiers à travers l'État. Le chiffre d'affaires a bondi, et notre équipe est passée des 3 membres d'origine à plus de 20 employés. Chaque jour, quand j'entrais dans le bureau et que je voyais le logo de Billflow briller sur le mur de verre, j'étais rempli de fierté. Ce succès n'était pas venu de la chance, mais de nuits blanches de persévérance, de choix difficiles que je n'avais pas reculé à faire. J'ai décidé de quitter le petit appartement de San José et de louer une charmante maison à Palo Alto. La maison avait un petit jardin à l'arrière, juste assez d'espace pour que je puisse y faire pousser des roses et de la lavande. Le matin, je me préparais une tasse de café, sortais m'occuper des fleurs et respirais l'air frais avant de commencer ma journée. Pour la première fois depuis des années, je m'autorisais à ralentir un peu, à profiter des récompenses au lieu de seulement courir pour survivre.
J'ai aussi commencé à assister à des rencontres de la communauté des startups de la Silicon Valley. J'ai partagé mon histoire, comment je suis passé de la fille rejetée par sa famille, qualifiée de rêveuse, à la construction d'une entreprise de logiciels générant des centaines de milliers de dollars de revenus. Chaque fois que je la racontais, je voyais l'empathie et l'admiration dans les yeux des jeunes entrepreneurs qui suivaient le même chemin. Ils voyaient en moi la preuve qu'on n'a pas besoin d'un point de départ privilégié, seulement de la persévérance et de la volonté de continuer, pour créer quelque chose de réel. Une fois, une étudiante de dernière année de l'UC Berkeley m'a approché après une conférence. Elle a dit que ses parents la pressaient de faire des études de médecine parce que c'était, sûr, même si son vrai rêve était l'informatique. Elle m'a demandé, comment avez-vous surmonté la peur quand toute votre famille était contre vous? J'ai souri, lui ai serré la main et j'ai dit, j'ai choisi de croire en moi, car à la fin, seul vous vivrez pleinement votre vie. En voyant les larmes briller dans ses yeux, j'ai réalisé que mon histoire n'était plus seulement un parcours personnel. Elle était devenue une source de force pour ceux qui étaient piégés sous le poids d'attentes aveugles. J'ai lentement compris une vérité que j'avais refusée pendant des années. Ma valeur ne résidait jamais dans l'approbation de mes parents. Elle venait de mes efforts acharnés, des compétences que j'avais perfectionnées, et des personnes qui m'estimaient vraiment, mes coéquipiers chez Buildflow, les clients qui me faisaient confiance, et même des inconnus qui trouvaient de l'espoir dans mon parcours. La famille de sang peut vous abandonner, en favoriser d'autres, ou vous rabaisser, mais rien de tout cela ne définit qui vous êtes. Un soir, j'étais assise dans le jardin à regarder le coucher de soleil peindre le ciel de Palo Alto d'une profonde nuance d'orange. Dans mes mains se trouvait un carnet où j'avais consigné mes réflexions après ce long voyage. J'ai écrit, la famille n'est pas toujours un lieu de soutien. Parfois, ce sont les chaînes qui vous retiennent. Fixer des limites ne signifie pas être ingrat. Cela signifie savoir s'aimer soi-même, car vous méritez d'être entouré de ceux qui vous respectent et vous estiment vraiment. Quand j'ai fermé le carnet, un sourire tranquille s'est formé sur mon visage. Je ne ressentais plus la colère que j'avais autrefois portée, ni le désir d'excuse. Ce que je ressentais à la place était un profond sentiment de soulagement, comme si j'avais enfin déposé un fardeau qui m'avait pesé pendant des années. Ma famille était peut-être encore enlisée dans les dettes et le favoritisme. Mais j'étais sorti de ce cycle et j'avais trouvé mon propre chemin, un chemin rempli de difficultés, mais rayonnant de lumière. Et pour moi, c'était suffisant.